Terre de Baffin, Labrador, Terre-Neuve, sentinelle de pierre accrochée à l'horizon. Pendant longtemps, ces contrées du Grand Nord canadien suscitent la convoitise d'aventuriers, de trappeurs, de chasseurs de baleines et provoquent la curiosité d'explorateurs et de navigateurs à la recherche de nouvelles routes maritimes. Isolées par les glaces et la rudesse du climat, ces terres de tradition amérindienne et inuite restent longtemps à l'écart du peuplement et des transformations qui accompagnent la colonisation du continent américain. C'est donc au cœur d'un authentique sanctuaire naturel que pénètre aujourd'hui le Boréal. Conçu pour naviguer dans les régions polaires, le Boréal se dirige vers la Terre de Baffin. Durant 2 semaines, nous allons aborder des paysages d'exception et rencontrer les habitants qui vivent le long des côtes du Labrador et de Terre-Neuve. Une croisière d'exploration à la découverte du Canada, des glaces de l'Arctique, aux îles de l'Atlantique. Au cours de ce voyage, nous allons souvent croiser la route d'anciens navigateurs. Quand Martin Frobisher, un ancien pirate anglais, pénètre en juillet 1576 dans la baie qui porte aujourd'hui son nom, il est convaincu de naviguer dans un chenal séparant l'Asie de l'Amérique. Situé bien plus au nord, le fameux passage du Nord-Ouest ne sera découvert qu'en 1906 par le Norvégien Roald Amundsen. Le commandant a jeté l'ancre à proximité du glacier Grinnell. Sans plus attendre, les premiers zodiacs se dirigent vers le front du glacier. Les glaciers ne sont pas des monstres immobiles. Ils avancent inexorablement vers la mer, à laquelle ils finissent par s'abandonner par pans entiers de glace bleutée. Pendant que les passagers admirent le front du glacier, les guides naturalistes du Boréal explorent le terrain autour de la baie où est prévu le débarquement. Le monde arctique apparaît aux profanes comme un désert minéral hostile. Et pourtant, au creux de ce paysage grandiose s'ouvrant en amphithéâtre sur la mer, la vie a su trouver sa place. Alors la vie végétale ici, c'est la toundra. C'est-à-dire ce paysage sans arbres, qui n'empêche pas les ligneux, c'est-à-dire des petits végétaux qui fabriquent du bois, mais qui restent au ras du sol. Et le froid empêche toute cette végétation de s'élever. Mais la végétation, elle est présente. On a à peu près un peu plus de 300 espèces à travers tout l'Arctique. L'eau liquide est une ressource rare dans l'Arctique. De la glace, de la neige, oui, de l'eau liquide, peu finalement. Donc quand il y en a, on a un certain développement de plantes, particulièrement en plus quand il y a des colonies d'oiseaux de mer ou des terriers de renards, là on a de l'engrais naturel en plus. Donc là on peut vraiment avoir des belles toundras bien grasses. Au terme d'une petite marche sur les pentes de la montagne, nous découvrons l'un des bras du glacier Grinnell. Et en contrebas, l'ancienne vallée glaciaire qu'il a abandonnée après l'avoir creusée durant des millions d'années.
les zodiaques reprennent la direction du boréal. Cette première journée dans l'Arctique canadien s'achève. Nous reprenons notre navigation dans la baie de Frobisher en direction du détroit d'Hudson et du Labrador. Au petit matin, et contre toute attente, le boréal a changé de route. Il se dirige vers l'île d'Akpatok. Bonjour à tous, très chers passagers, votre commandant. Il est 7h15. Le vent s'est déjà un peu levé. Vous saviez que la météo allait un petit peu se dégrader dans l'après-midi. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin un peu plus tôt pour profiter. C'est une escale en plus surprise. Je vous souhaite à tous donc un bon réveil en approche de l'île Akpatok. La nouvelle se répand. À Akpatok, il y aurait des ours blancs. Une conférence débute même pour nous présenter cet animal, symbole de l'Arctique. Un ours blanc n'a pas vraiment de notion de territoire. Il va sur la banquise car il dépend du phoque. Et le phoque revient sur la banquise l'hiver pour mettre au monde, pour mettre ses petits. Donc c'est des proies faciles pour l'ours. Malheureusement, l'été, on le sait, la banquise disparaît, donc le territoire de chasse de l'ours polaire disparaît aussi. Ce qui fait qu'il va revenir sur les côtes, en fait, où il y a de la terre ferme, où il y a des oiseaux, mais surtout, il va venir l'été pour jeûner. Il ne va pas se nourrir l'été, il peut rester 4 mois à jeun, 8 mois pour les femelles. Il va surtout trouver des zones pour se rafraîchir et attendre que la banquise revienne. Lentement, le boréal s'approche des hautes falaises qui barrent le rivage d'Akpatok. À la passerelle, le commandant et le chef d'expédition préparent la sortie des passagers. Il y a des ours même au-dessus de la falaise. Il y en a deux. Attends, l'autre, il est à flanc. Il y en a bien une dizaine près de la cascade. Et puis après, elle est répartie. Akpatok, c'est l'île aux ours. Hein. C'est une superbe île avec un grand plateau, des falaises, où nichent des guillemots. Donc c'est un peu le garde-manger des ours. Et là, c'est garanti. Hein. C'est-à-dire que là, on voit en approchant qu'on en a déjà une dizaine près des cascades, une dizaine à la pointe. On va longer la côte en toute sécurité avec les zodiaques. Et on sera en parallèle des ours qui vont se promener sur la plage à 100 mètres. Quoi. C'est unique, extraordinaire. Bien que ballottés par les vagues qui déferlent sur le rivage, nous observons les ours qui déambulent en toute tranquillité au bord de l'eau. La tentation est forte de s'approcher plus près du rivage. Mais pour Nicolas Dubreuil, le chef d'expédition, il n'en est pas question. Beaucoup trop dangereux. En l'espace de 500 mètres, on en a compté une quinzaine. Donc débarquer ou être trop près à cet endroit-là, si la mer te pousse sur la côte, ils ont peur de rien, les ours. Hein. Et au contraire, ils sont extrêmement curieux. Donc les ours, ils viendraient tout à fait, si tu veux, nous voir si un zodiaque s'échoue. Ils vont venir tout de suite voir ce qui se passe. Quoi.
Donc on ne peut pas prendre de risques. Nous venons à peine de quitter Akpatok. Auprès de Nathalie, la photographe du Boréal, les passagers sont déjà là, comme pour prolonger la magie de cette rencontre avec les ours. Il est parti à une vitesse. Le Boréal poursuit sa route dans le détroit d'Hudson. La journée a tenu toutes ses promesses. Le commandant peut avoir le sourire. Bonsoir à tous, très chers passagers. Comment allez-vous alors après cette superbe escale à Akpatok? Le Boréal a repris sa route. Longeant les côtes du Labrador, il se dirige vers la petite île de Cod. C'est la première fois que le commandant jette l'ancre à cet endroit. Après avoir pris soin d'envoyer en repérage Nicolas, le chef d'expédition, le débarquement des passagers peut commencer. Une fois encore, une escale imprévue en pleine nature. Au sein de l'équipe de naturalistes, certains sont spécialistes de la flore arctique, d'autres des mammifères marins ou bien encore de l'histoire de l'exploration polaire. Mais durant cette croisière, les passagers bénéficient de la présence d'un conférencier de choix. Michel Rocard, ancien Premier ministre, est aujourd'hui président de l'ONG des pôles, qui évalue les enjeux climatiques, environnementaux, géopolitiques et économiques des régions polaires. Ces terres magnifiques sont menacées par le changement climatique. Les relations entre les États doivent permettre de fixer des règles de navigation, des règles de respect de l'environnement, des règles de respect des animaux, etc. etc. Et puis, on sait que sous l'Arctique, plus au nord d'ici, sous l'Arctique, il y a beaucoup de pétrole et de gaz. Et donc, il est à craindre que si on exploite n'importe comment et sans précaution, on multiplie les accidents du type du golfe du Mexique. Donc, il y a une grande réflexion actuellement sur l'approfondissement des normes de sécurité, la conquête scientifique de moyens de sécurité meilleurs, et puis le grand problème non résolu qui est de savoir si chacun joue pour soi ou s'il y a des normes internationales. C'était la rhodiola, avec une fleur un peu rouge. Il n'y avait pas de fleurs. Ah, il n'y a pas de fleurs? Non. Ah non, ça c'est l'épilobe à grandes feuilles. C'est la plante nationale du Groenland, mais elle n'est pas en fleurs là. Et toutes celles qu'on voit, toutes ces feuilles, il y en a qui dépassent un peu plus, c'est toujours des épilobes. Ici on a 4 espèces de plantes à baies et c'est assez intéressant parce que dans tout l'Arctique, il y a à peu près 350 espèces de plantes et la plupart utilisent le vent comme agent disséminateur des graines. Il y a les myrtilles qui sont violets, ultraviolets. Il y a les rouges à l'opposé qui sont des érelles.
Il y en a des noirs qui sont une autre espèce d'érelle et puis des tout petites noires avec des petites feuilles bien vertes qui sont des camarines et tout ça se mange avec des goûts différents, donc il y en a pour tout le monde. Et brouté par les oiseaux en particulier, les bernaches, les oies, les éders, qui vont disséminer les graines à travers leurs fientes tout au long de leur voyage migratoire vers le sud. Et c'est extrêmement efficace puisqu'on en voit un peu partout là. Au cours de cette journée, chacun se promène au gré de ses envies, explorant les multiples visages de cet univers arctique. Poussé par la curiosité et le besoin de se détendre, le commandant ne rate jamais l'occasion de mettre un pied à terre. J'arrive à sortir peut-être une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, ça dépend. Mais j'essaye de sortir au maximum, même si c'est très court, même si c'est qu'une demi-heure, pour vraiment m'imprégner en même temps. Bon, je me fais plaisir, c'est certain, mais en même temps de m'imprégner de l'atmosphère, ça m'aide à mieux comprendre aussi les retours des passagers. Ouais, passerelle, le dernier Zodiac quitte la plage. Le dernier Zodiac quitte la plage. Les autres là-bas, vous les prenez pas? Les mouches sont, en fait, elles sont bonnes cuites en fait. Faut les cuire en fait de la poêle. Comme ça, elles sont Longeant les mystérieuses murailles de pierre de l'île de Cod, le boréal reprend sa course vers le large. Cap au sud-est, le boréal se dirige vers notre prochaine escale au Labrador, le petit village de Rigolet. Depuis notre départ du glacier Grinnell, nous avons parcouru environ 800 milles marins, soit 1500 km vers le sud. Nous pénétrons dans un nouveau monde. Un monde que Nicolas Dubreuil découvre à sa façon. Là, il faut juste sortir sur les ponts extérieurs, fermer les yeux, il faut juste sentir. Et là, on a tout de suite cette odeur d'épinette qui arrive, on sent la taïga. Et là, on vient de franchir un cap très important pour l'Arctique puisqu'on est pile à la frontière. On passe de la toundra arctique, cette végétation très rase, à la taïga et donc ces arbres maintenant qui vont atteindre presque 2 ou 3 mètres de haut. Et là, tout d'un coup, c'est le retour à la vie. Toute cette région, eh bien, elle a été recouverte il y a 10 500 ans, a été recouverte par une calotte glaciaire qui a commencé à fondre et à disparaître. Et puis les premiers peuples qui sont arrivés, ce sont ce qu'on appelle les Indiens de tradition archaïque maritime, c'est-à-dire des Indiens qui se sont tournés vers la mer, vers la pêche et même la chasse maritime,
Et puis ces Indiens ont disparu. Ensuite a été suivie une population, les paléos, ce qu'on appelle les paléo-esquimaux, puis la population de Dorset, puis la population de Thulé, et enfin les Inuits du Labrador. Comme pour fêter notre arrivée à Rigolet, des rorquals sortent de l'eau à la proue du navire. Okay, just you can pay out starboard side 1 meter above the water. Okay, starboard anchor, pay out 1 meter above the water. Yes, okay. Quand nous débarquons à Rigolet, tout le village est réuni pour fêter la rentrée scolaire des 48 enfants de l'école. Un événement que le seul et unique policier du village n'aurait manqué pour rien au monde. Mon travail est de maintenir l'ordre dans la communauté de Rigolet au Labrador. Je suis dans la gendarmerie royale canadienne et je travaille simplement comme ferait n'importe quel officier de police au Canada ou n'importe où dans le monde. J'adore le Labrador. C'est un endroit magnifique du Canada. Il y a tellement d'espace et de culture. Je ne trouve ça nulle part ailleurs au Canada. Avec sa population métissée d'Amérindiens, d'Inuits et d'Européens, l'histoire de Rigolet ressemble à celle de tout le Labrador. Vivant de la chasse et de la pêche, les peuples autochtones commercent dans un premier temps avec les Blancs. Mais leur territoire tombe bientôt sous le contrôle des compagnies de traite des fourrures. Nos recherches nous disent que Louis Fornel est arrivé ici en 1743. Il y a établi 2 ports de commerce, un ici, à Rigolet, et un sur la rivière Northwich. Lorsqu'il est parti, une compagnie de traite de fourrure française venue de Québec s'est installée ici. Ils sont restés un petit moment, mais de ce qu'on sait, ils ont été rachetés par la compagnie de la baie d'Hudson, qui est venue pour les fourrures et la pêche qu'on pouvait trouver ici à l'époque. Nos ancêtres avaient un mode de vie beaucoup plus simple. Mais pour moi, c'est un mode de vie meilleur, parce que l'on partageait plus. On n'excluait personne lorsqu'on partait à la chasse ou à la pêche. On revenait et on partageait avec la communauté. Mais c'est un de mes combats, d'essayer de ramener une partie de nos traditions, pour vraiment souligner le fait que ça n'était peut-être pas une vie facile, mais c'était une vie meilleure, parce qu'on avait une relation plus proche avec les gens. Et je pense que c'est important. Les rumeurs de la fête planent encore quelques instants au-dessus de Rigolet, avant de s'évanouir dans l'atmosphère et de céder la place au chant de la nature. L'heure est venue de regagner le bord et de reprendre le cours de notre voyage.
Durant la nuit, nous avons navigué vers le sud le long des côtes du Labrador. Au matin, Terre-Neuve est en vue. Le Boréal jette l'ancre devant le site historique de l'Anse aux Meadows, le lieu qui marquerait la découverte de l'Amérique par les Vikings, 5 siècles avant Christophe Colomb. Quittant les villages où ils étaient devenus trop nombreux pour partager les ressources, les Vikings quittent la Norvège à la fin du IXe siècle. Suivant les vents et les courants, ils colonisent tout d'abord l'Islande. En 985, Éric le Rouge découvre le Groenland. Depuis cette nouvelle colonie, son fils, Leif Erikson, part vers l'ouest à la recherche de nouvelles terres. Autour de l'an 1000, il atteint Terre-Neuve, où il fonde le Vinland, un site qui pourrait être l'Anse aux Meadows. Cette pointe de terre aride au nord de Terre-Neuve est devenue un lieu historique. Mais pour notre guide, l'Anse aux Meadows a une résonance bien particulière. Paul est d'origine norvégienne. Mon père me disait quand j'avais 8 ans qu'il connaissait cette place ici déjà. Je ne savais pas comment, mais pour moi, il gardait en anglais, he was keeping track pour savoir. Puis il me disait, quand j'avais 7 ans, qu'ils vont changer les livres. C'était pas Christophe Colomb, c'était les Vikings. Ces empreintes rectangulaires dessinées dans l'herbe correspondent à plusieurs maisons d'un village viking du XIe siècle. Monsieur W. Amon, c'est un Terre-Neuvien. En 1914, il a formulé l'hypothèse que les Vikings sont rendus à Lance-Pistolet. Lance-Pistolet est d'ici 15 km. En 1960, M. Ingstad, Helgi Ingstad, ça faisait longtemps qu'il cherchait la place. Il s'est servi de toutes les informations qu'il y a eu des autres exploreurs avant lui. Mais il s'est servi de son argent à lui-même pour les fouilles. Il y a des choses qu'ils ont trouvées qui nous donnent beaucoup d'informations et ça marche avec les sagas. Dans une partie des sagas, M. Leif Erikson nous dit que la première hiver passé ici, la température était si beau que la bétail a été capable de rester dehors l'année longue. Quand les Vikings arrivent au Vinland, les prés sont verts et les températures estivales similaires à celles que l'on connaît aujourd'hui. Pour la reconstitution du village de l'Anse aux Meadows, les architectes ont utilisé des matériaux traditionnels. Briques de terre et de paille, toits recouverts d'herbe comme il en existe encore aujourd'hui en Islande et en Norvège. La découverte sur le site d'une importante quantité de scories provenant de la fonte du fer, ainsi que de nombreux clous utilisés dans la construction des bateaux, laisse à penser que parmi les 8 bâtiments qui composaient le village, il y avait vraisemblablement une forge. Les Vikings ne semblent pas être restés plus de 2 ou 3 ans sur le site de l'Anse aux Meadows. Ce n'est pas le froid qui les a chassés, puisque ce n'est qu'à partir de 1500 que le petit âge glaciaire s'abat sur l'Amérique du Nord. Il semble plutôt que ce soient les conflits avec les Amérindiens qui soient à l'origine de leur départ. La journée s'achève. Nous reprenons notre route.
Direction le parc national du Gros Morne. Je vous souhaite un bon appétit. Après avoir lutté un long moment pour percer l'épais manteau de nuages noirs, les rayons du soleil finissent par inonder d'une incroyable lumière dorée les collines qui entourent la baie où le boréal vient de faire son entrée. Nous avons commencé à ralentir dans ce bras bien protégé qui se trouve donc dans le sud-ouest de Terre-Neuve. Nous allons doucement trouver notre point de mouillage qui se trouve à l'entrée de Woody Point qui se trouve donc sur l'avant du navire. La pêche n'est plus comme autrefois la principale activité de la région et les phares ne guident plus les bateaux rentrant au port. Témoins magnifiques d'une époque aujourd'hui révolue, ils ouvrent leurs portes aux touristes débarqués à Woody Point. La majorité d'entre eux vient ici pour découvrir le parc national de Gros Morne qui doit son nom à cette montagne aux formes arrondies qui dominent le paysage. Cédric, notre guide spécialiste de géologie, nous accompagne au pied des Tablelands, l'un des sites les plus spectaculaires du parc national de Gros Morne. Ces Tablelands-là font partie d'un étage de notre planète qui est très inhabituel. Je vais faire une petite démonstration pour mieux vous montrer. Donc, j'ai ici une planète miniature. Si je coupe la planète en deux, je peux voir maintenant l'intérieur de la planète qui se divise en trois principales sections. Le centre est composé du noyau, entouré du manteau et finalement recouvert de la croûte. Le noyau fait autour de 6000 km d'épaisseur, le manteau autour de 3500 km d'épaisseur, la croûte fait seulement entre 5 et 35 km d'épaisseur. Tous les jours de notre vie, nous marchons sur la croûte terrestre. Tous les jours, mais pas aujourd'hui. Les roches oranges que vous voyez ont été amenées lors d'une collision continentale qui s'est passée il y a environ 500 millions d'années, chez du magma solidifié. Les Tablelands est un des exemples les plus purs, les mieux conservés du manteau terrestre, et c'est une des raisons principales pour laquelle le Parc national du Gros Morne est un des rares sites du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Pour aussi spectaculaire que soit le parc national de Gros Morne, il ne doit pas occulter la beauté du littoral. Un paysage qui symbolise le lien historique de tout un peuple avec la mer. Les premiers colons sont venus ici pour la mer. C'était l'industrie de la pêche qui les a vraiment amenés ici. La plupart d'entre eux venaient d'autres parties de Terre-Neuve. Mais à la base, la plupart des gens de cette communauté ou leurs ancêtres sont venus d'Angleterre. La plupart des gens ont commencé à migrer ici au 19e siècle.
Mais jusqu'en 1904, cette partie de Terre-Neuve, d'une certaine façon, conservait l'héritage de la présence française. Vaincue par les Britanniques en 1763 au terme de la guerre de 7 ans, la France doit leur céder toutes ses possessions américaines. Elle réussit toutefois à conserver un droit de pêche à la morue sur une bande du littoral de Terre-Neuve, la French Shore, dont faisait partie Woody Point. Nous avons repris notre navigation. Longeant les côtes de Terre-Neuve, nous traversons le golfe du Saint-Laurent en direction de notre prochaine escale, les îles de la Madeleine. Au matin, alors que l'on approche des îles de la Madeleine, nous croisons la route de nombreux cétacés. Après les acrobaties des baleines, c'est au tour des dauphins d'entrer en scène. Ils bondissent à la proue du navire comme pour nous indiquer le chemin. Zéro. Zéro. La barre est à 0. Le Boréal se met à l'ancre à quelques encablures du port de Cap-aux-Meules. Alors que la pêche, notamment au crabe et au homard, constitue une source de revenus régulière, le tourisme ne fonctionne véritablement que durant la courte saison estivale. En reliant toute l'année les îles de la Madeleine à Montréal, le ferry Le Vacancier est un peu le cordon ombilical entre l'archipel et le reste du Québec. C'est au village historique de La Grave que débuta le peuplement permanent des îles avec l'arrivée de familles acadiennes au début des années 1760. C'est l'un des lieux les plus fréquentés de l'archipel durant l'été. Les anciens entrepôts en bois aux façades colorées sont devenus des restaurants, des galeries d'art ou des boutiques de souvenirs. Concours de petits bateaux, de casiers à homards ou de chansons, toutes les animations tendent vers un même but, maintenir les traditions québécoises ou acadiennes sur ces îles minuscules, perdues entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. La fosse est amarrée, la fosse est amarrée. Un mot de toi,
chargés de blé, on va et dans l'arrière. Rassemblement bien partout, car nous sommes pleinement arrière. Rassemblement bien partout, car nous sommes pleinement arrière. Joli marin, gentil gabier, joli marin, gentil gabier. Combien vendez-vous la ferrée, au bras et dans l'arrière? Rassemblement bien partout, car nous sommes pleinement arrière. Rassemblement bien partout, car nous sommes pleinement arrière. La belle c'est à gagner, pour nous la belle c'est à gagner. Pas 3 minutes parti carré, au bas et en arrière. Rassemblement bien partout, carré, nous sommes pleinement arrière. Avec la mer pour seul horizon, ces maisons de bois à la silhouette si fragile sont nées pour affronter les rudesses de l'hiver et la violence des vents du large. C'est sans doute pour cela qu'elles affichent des couleurs éclatantes, comme un défi au mauvais temps. Le mauvais temps, Claude l'a affronté. Rescapé d'un naufrage, cet ancien pêcheur a décidé de consacrer le reste de sa vie à la réalisation de ses rêves d'enfant et à la défense de la culture acadienne. C'est un rêve de petit garçon. Faut pas oublier que moi, à 10 ans, j'avais un rêve de faire ça, un petit village quand je serais plus âgé. C'est mon frère de bateau qui m'a emmené à construire le site beaucoup plus vite. Puis il ne faut pas oublier que je dirais que c'est ça qui m'a emmené aussi à connaître plus les Acadiens. Puis on essaie à vraiment transmettre l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres pour pas que ça se perde. Je pense qu'au début, on n'était pas reconnus comme des Acadiens. On regardait le Nouveau-Brunswick, on regardait ailleurs, mais surtout on a oublié que les îles de Madeleine, c'était les Acadiens qui avaient accosté sur notre île. Moi, je dirais que l'Acadien, c'est un peuple qui a souffert, mais c'est un peuple qui est courageux, c'est un peuple qui a pris racine, c'est un peuple qui a gardé ses croyances puis ses mœurs. L'heure du départ approche. Impossible cependant de quitter ces îles sans prendre le temps d'admirer ces falaises de grès rouge battues par les vagues de l'Atlantique. Au crépuscule, nous quittons les îles de la Madeleine. Direction Saint-Pierre-et-Miquelon, dernière escale de la croisière. Situé au large de Terre-Neuve, le petit archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est tout ce qui reste de la Nouvelle-France, l'ancien Canada français. Ouais, je vais venir là. Parce que là, il va prendre le vent à travers, il va venir assez vite. Stabilisateur rentré. Saint-Pierre-et-Miquelon est aujourd'hui un département français d'outre-mer. Depuis 1763 et la fin de la Nouvelle-France, son histoire a connu quelques faits marquants.
Certains sont héroïques, comme le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre en 1940. D'autres sont plus surprenants, comme le trafic d'alcool et de vin français à bord de goélettes et vedettes rapides vers les côtes nord-américaines dans les années 1920, à l'époque de la Prohibition. Mais la véritable histoire de l'île, c'est avant tout celle de la pêche qui commence dès le XVIe siècle. Donc les pêcheurs sont venus très tôt en fait. On ne sait pas exactement quand ils sont venus pour la première fois, mais on sait que quand Jacques Cartier est passé par ici au XVIe siècle, il y avait déjà des pêcheurs français dans la région, à Saint-Pierre, qui venaient, on pense, plutôt de façon saisonnière. Les XVIe et XVIIe siècles, c'est l'époque où les Basques viennent pêcher la baleine sur les bancs de Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais l'âge d'or de l'archipel, c'est le XIXe siècle et l'époque des Terre-Neuvas. Saint-Pierre était utilisé comme base de pêche pour les Terre-Neuvas. C'est-à-dire qu'on avait ces marins qui quittaient la Normandie, la Bretagne au printemps, qui se dirigeaient vers les grands bancs de Terre-Neuve pour pêcher la morue et qui s'arrêtaient pour 1 ou 2 escales à Saint-Pierre. Donc ils allaient faire un réapprovisionnement au niveau de la nourriture, ils allaient décharger la morue salée pour la faire sécher sur les graves de Saint-Pierre et pouvaient retourner par la suite sur les grands bancs pêcher. Après, ils retournaient vers la France à l'automne en général. Donc ces goélettes-là de pêche fournissaient finalement tout le gros de la morue salée séchée qui était consommée en métropole autrefois. L'île aux Marins, située juste en face de la ville de Saint-Pierre, c'est le lieu historique de la pêche. Jusqu'au XIXe siècle, tous les habitants de l'île travaillaient soit en relation avec les Terre-Neuvas, soit pratiquaient la pêche côtière. En 1965, le dernier habitant quitte l'île. Abandonnée pendant quelques années, l'île aux Marins connaît un regain d'activité dans les années 1980 avec la rénovation des anciennes maisons de pêcheurs. Jacques Perrin a vécu sur l'île. Il se souvient. À l'île aux Marins, on était 300-400 personnes. L'île aux Marins, toute l'île était occupée par des pêcheurs. C'était rien que des pêcheurs. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Quand tu es une famille nombreuse, j'étais l'aîné de la famille. Alors il fallait aider les parents. Alors mon père a dit, puisque tu n'as pas l'air d'être trop fourrant à l'école, je préférais aller dans le Doris. Alors il m'a dit, bon, tu vas faire comme moi, tu vas aller sur les lignes. Toutes ces petites maisons-là, c'était les salines où on déposait le poisson, quand on salait le poisson. Et puis à l'automne, il venait un cargo de France ou bien d'Espagne ou bien d'ailleurs. Hein. Et là, ils prenaient tout le poisson salé. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de poisson. Le poisson a disparu. Si réellement ça revenait, je me relancerais dans le métier. Longeant l'île aux Marins, éclairée par les derniers rayons du soleil, nous quittons Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pendant quelques jours encore, le Boréal va longer les côtes de la Nouvelle-Écosse en direction de Boston. C'est là que s'achève notre croisière. L'instant d'évoquer avec le commandant les meilleurs moments de ce voyage. Vous commencez avec Iqaluit où c'est vraiment l'expédition, puis les ours à Patok évidemment, et puis la rencontre ensuite, toute la partie ethnologique, je dirais la rencontre aux îles de la Madeleine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça aussi ça restera un bon souvenir.